Bonjour tout le monde. Vous êtes prêts? Allez, Allez, nous allons commencer maintenant. parfait, parfait, pile à l'heure. Bonjour à tous, bienvenue au webinaire Comment entreprendre sans s'épuiser, co-organisé par la CPME et Harmonie Mutuelle. Je suis Chihiro Kageura, l'animateur de l'Observatoire à Maroc. Donc, nous allons maintenant commencer le webinaire. Tout d'abord, je vais présenter nos intervenants. Tout d'abord, par Madame Stéphanie Posa, la vice-présidente de la CPME nationale. Bonjour Madame Posa. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Bonjour Merci beaucoup Stéphanie. Madame Posa. Ensuite, le professeur Olivier Pérez, le professeur à l'Université de Montpellier et Montpellier Business School et le fondateur de l'Observatoire à Maroc. Bonjour le professeur Torres. Bonjour Chihiro et bonjour à tous. Bonjour, merci beaucoup. Ensuite, Madame Charlotte Moisin, psychologue clinicienne et chercheur associée à Observatoire à Maroc. Bonjour. Bonjour Chiro, bonjour à tous. Bonjour Bonjour. Olivier, bonjour Stéphane. Merci. Donc maintenant, je voudrais demander à Madame Posa juste un mot d'ouverture, s'il vous plaît, Madame Posa. C'est à vous. Oui, bonjour à tous. Alors tout d'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas, je souhaitais très rapidement me présenter. Donc je suis à la fois vice-présidente de la déléguée de la CPME nationale, mais surtout, au-delà de ça, je suis aussi chef d'entreprise, tout comme vous qui êtes autour, qui êtes connectés aujourd'hui, donc très concernée par ce sujet qui est la santé du dirigeant. Je tenais particulièrement à remercier tous les chefs d'entreprise qui ont participé à cette étude, 6 questionnaires sur 2 ans. Merci à tous et merci au CPME d'avoir joué le jeu, au CPME territorial et d'avoir relayé les questionnaires. Cette étude, elle a été réalisée en partenariat avec le groupe Vive Harmonie Mutuelle, premier acteur mutualiste autour de 4 métiers, mutuelle, assurance, soins, accompagnement, services et assistance, habitat et logement social. La CPME, quant à elle, peut-être que beaucoup d'entre vous la connaissent, c'est une confédération qui est là pour défendre l'intérêt des dirigeants, mais aussi de la personne morale. On est articulé autour de 117 territoires et 200 branches. Et puis, troisième interlocuteur partenaire, en tout cas de cette étude, c'est bien entendu l'association à Maroc, qui a été créée en 2009 par Olivier Torres, avec un travail conséquent fait par Charlotte Moisan. Alors, pourquoi s'intéresser à la santé du dirigeant? Eh bien, justement, parce qu'aujourd'hui, personne n'en parle. On parle de la santé des salariés, on parle de la qualité de vie au travail, on parle de la santé des agriculteurs, mais quid du dirigeant d'entreprise? Et nous, chefs d'entreprise, nous-mêmes, on ne parle pas de notre santé. On a toujours le sentiment qu'on doit bien aller. Pourquoi? Parce qu'on est le carburant de nos organisations. On est la joie de vivre, on est le moteur de nos entreprises. Et donc, souvent, même si on ne va pas bien, on ne le dit pas. Donc, il était très important pour nous de vous faire un retour sur cette enquête pour que vous puissiez voir et comprendre un peu ce qui peut nous aider en tant que dirigeants à surmonter les difficultés, quels sont les facteurs, où est-ce qu'on peut trouver de l'énergie, parce que ça, c'est important, et surtout pour qu'on puisse anticiper et éviter la rupture. Un seul mot, si je devais résumer, enfin, en tout cas une phrase, ne restez pas seul. Entourez-vous, sortez, parlez entre pairs, échangez, y compris quand vous n'êtes pas bien, parce que déjà le fait de parler, ça permet de vider un peu son sac, d'échanger et de s'apercevoir qu'en fait, on n'est pas seul. Je vais vous laisser avec Olivier Torres et Charlotte Moisan qui vont vous présenter les résultats de cette enquête. Bonne conférence à tous et merci en tous les cas pour votre présence. Merci Stéphanie pour ces mots que je partage parce qu'on s'est déjà vu plusieurs fois, bien sûr, avec Stéphanie dans le cadre de ce partenariat avec le groupe Vive, avec la CPME et avec l'Observatoire à Maroc.
Et vous savez que je suis un PMiste. C'est un terme que j'ai éprouvé le besoin d'inventer parce que quand on regarde l'enseignement de l'économie, eh bien, aujourd'hui encore, l'économie est encore fortement marquée par la prégnance des grands groupes. Quand on parle de Fordisme, de Toyotisme ou d'ubérisation, ou quand on parle à longueur de jour des GAFA, on voit bien qu'on met toujours en avant la grande entreprise. Et j'aime bien rappeler que 99,84% des entreprises en France, ce sont des PME. Et quand on regarde le nombre d'emplois de l'écosystème PMiste, c'est 10 millions d'emplois, avec salariés et non salariés. Alors que les grands groupes, c'est uniquement 4,5. Alors, bien sûr, mon propos n'est pas d'opposer les grands aux petits, ce n'est pas l'objet de notre propos, mais vous aurez compris à quel point nous attachons ici à l'Observatoire Maroc beaucoup d'importance à la question de l'économie, du social, de la politique, de l'institutionnalisation des PME, et donc, de manière évidente, est venue se placer la question de la santé. Alors, sans transition, je vais passer la parole à Charlotte, qui va vous exposer. Alors, il y a beaucoup de résultats. J'espère que vous y trouverez de l'attrait parce que c'est vous qui avez contribué aux résultats qu'on va vous présenter. Bien sûr, c'est un condensé. On ne va pas pouvoir tout dire, mais quand même, en 1 heure, et là aussi je m'engage, à 12h30, je vous garantis que nous arrêterons. La réussite d'une conférence digitale comme la nôtre, c'est le respect des horaires. Donc, vous êtes des chefs d'entreprise avec un emploi du temps très chargé. Je mets un point d'honneur à 12h30, 1 ou 2 minutes tout au plus, nous arrêterons. Voilà. Charlotte, c'est à vous. Merci Olivier. Alors, je vais déjà partager mon écran. Est-ce que vous voyez tous l'écran? Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon, Charlotte. D'accord, merci Stéphanie. Donc, je vais vous présenter dans un premier temps déjà l'étude qui a été menée donc, auprès des dirigeants adhérents de la CPME. Et donc, cette étude-là, je vais vous la présenter déjà en quelques chiffres avant d'intervenir sur comment entreprendre sans s'épuiser. Donc, il faut savoir que cette étude a été menée donc, pendant 2 ans. On a proposé 5 questionnaires différents au niveau de tous les territoires, nationaux et aussi outre-mer. Donc, nous avons eu 1731 retours de questionnaires que nous avons pu analyser et 164 465 données analysées en tout. Donc, je voudrais effectivement remercier, alors toutes les régions ont été quasiment représentées avec en particulier 5 régions qui ont été un petit peu plus représentées, donc que nous voulions remercier tout particulièrement. Donc nous avions l'Auvergne-Rhône-Alpes avec l'Isère qui a été effectivement très active dans tous ces questionnaires. Oui, bravo à Sylvie Pelaffiné. Et je sais qu'elle est avec nous. Voilà. L'Occitanie également, la région Grand Est, les Hauts-de-France et la Nouvelle-Aquitaine. Donc déjà, nous sommes bien représentés un peu partout en France. Alors, en ce qui concerne l'échantillon, le profil sur les 1731 dirigeants qui ont répondu, nous avons une majorité bien évidemment d'hommes, ce qui est très représentatif de l'entrepreneuriat en France, donc avec 63,8% d'hommes, donc plus de 36% de femmes. La majorité de l'échantillon avait plus de 45 ans, avec 74% d'entre vous. Majoritairement, les personnes étaient en couple et avaient un niveau très élevé puisque un dirigeant sur 2 qui a répondu avait au moins un bac plus 4. Au niveau du profil entrepreneurial de l'échantillon, nous avions principalement des créateurs, à 62%, mais également des repreneurs et des successeurs. Nous avions 63% des dirigeants qui ont créé par opportunité, c'est-à-dire par choix, à l'inverse de ceux qui ont créé plus par nécessité, manque de choix. Nous avions, l'échantillon est plutôt représenté de chefs d'entreprise, 68%, mais on avait aussi donc des professions libérales à 13,5% et des artisans commerçants représentés. Le secteur d'activité le plus représenté était le secteur des services, avec une majorité de services aux entreprises, avec 37,9% des entreprises représentées.
la majorité de l'échantillon était employeur, mais parmi eux, c'était quasiment un dirigeant sur deux employeurs avait moins de 10 salariés, donc plutôt TPE. Et 60,8% des dirigeants interrogés avaient une ancienneté en tant que dirigeant de plus de 10 ans, donc un profil très aguerri à la fonction. Alors, pour les premiers résultats, nous avions donc questionné sur la santé physique perçue et on voit que 77% des dirigeants interrogés ont déclaré une bonne santé physique. Donc, ils se percevaient en bonne santé et nous avons les mêmes résultats pour la santé mentale, à savoir que 76,8% des dirigeants interrogés, donc plus de 3 dirigeants sur 4, se déclaraient en bonne santé, voire en très bonne santé, voire en excellente santé. On avait un résultat un peu plus mitigé au niveau de la question du sommeil perçu, à savoir que là, seulement 54,5% des dirigeants ont déclaré avoir une bonne qualité de sommeil. Donc déjà, on peut voir qu'au sein de la CPME, les dirigeants s'estiment tous en bonne santé physique et mentale, avec peut-être quelques difficultés parfois sur le sommeil. Pourtant, on a quand même retrouvé au sein de leur environnement de travail, au sein de votre environnement de travail, il montre que 56,7% d'entre vous ont déclaré plus de 50 heures par semaine, voire certains, voire plus de 70 heures, sachant qu'on retrouve la moyenne des entrepreneurs en France est de 55 heures par semaine et les salariés, ça tourne autour de 39 heures par semaine. Donc là, on voit déjà une certaine surcharge au niveau horaire. Un autre facteur que nous avons pu identifier, un facteur de risque, est le sentiment d'isolement. Un dirigeant sur 3 ont quand même estimé se sentir isolés dans leur fonction. Et puis près d'un dirigeant sur 2 estime avoir leur journée assez stressante, voire extrêmement stressante. D'où la question qui se pose aujourd'hui et la conférence que nous allons débuter avec le professeur Torres sur entreprendre sans s'épuiser, donc comprendre le burn-out pour mieux y faire face. Donc Olivier, je vais vous laisser l'accès à votre écran pour… Parfait, parfait. Eh bien, écoutez, à mon tour, je vais partager l'écran. Donc, pour prendre la suite, alors, est-ce que vous allez me dire, est-ce que vous voyez mon écran? Voilà. Est-ce que c'est bon? Oui? Vous me voyez? Très bien. Alors, d'abord, je dirais que, je vais l'évoquer tout à l'heure, mais la question de la santé est un peu un tabou, ou en tout cas un déni de la part des dirigeants. Et tout à l'heure, quand Stéphanie Posa disait qu'on n'en parle jamais et que parfois les chefs d'entreprise ont tendance à s'oublier, c'est une réalité. Et j'en prendrai pour preuve que lorsqu'on vous a interrogé, vous les adhérents de la CPME, lorsqu'on a interrogé les hommes comme les femmes, le genre n'a pas entraîné de différence significative de ce point de vue-là. Le statut écrase le genre. La femme chef d'entreprise, elle est comme l'homme chef d'entreprise. Et vous avez tous tendance à dire « je n'ai pas le temps d'être malade ». Et certains même parfois, ce qui est pire et peut-être plus inquiétant d'ailleurs, c'est « je n'ai pas le droit d'être malade ». Vous voyez la nuance? Je n'ai pas le temps, c'est une chose, mais je n'ai pas le droit. Au nom de quoi seriez-vous en dehors des lois de la biologie? Non, mais on voit bien que vous êtes tellement engagés dans vos entreprises, vous avez tellement un rapport existentiel, j'emploie un terme très précis, mais très puissant dans l'attachement des dirigeants à leur entreprise, que finalement, vous avez tendance à vous oublier. Et j'en ai même certains qui m'ont dit, je ne tombe malade que quand je suis en vacances. Alors on pourrait leur dire, ne prenez plus de vacances. Enfin non, il est très important de prendre conscience de l'articulation entre ça, son propre état de santé physique et mentale et son entreprise. Alors, le grand résultat d'un Maroc, je le redis, je fixe très vite, mais c'est cet élément-là qui est la salutogénèse entrepreneuriale. Alors là, vous allez vous dire, tiens, lui c'est un chercheur, il emploie des mots que l'on ne comprend pas. Mais non, ce n'est pas ça. C'est qu'en fait, il y a deux types de facteurs. Les facteurs pathogènes, qui sont mauvais pour la santé, vous les voyez, ils sont en rouge, et les facteurs salutogènes. Ce sont les facteurs qui sont bons pour la santé. Et le jour où on mesure ces facteurs-là, chez vous, les chefs d'entreprise, eh bien, on s'est rendu compte, et c'est heureux, que la balance, elle penche du bon côté. Il y a ce que nous appelons une salutogénèse entrepreneuriale. Pour le dire autrement,
entreprendre, c'est bon pour la santé. Mais pour autant, vous voyez cette balance, si, parce qu'il y a un contexte qui change, il y a des facteurs stressants qui se mettent à grandir, à grossir, ou des facteurs salutogènes, l'estime de soi, l'auto-efficacité, l'optimisme, qui se réduisent, eh bien là, il peut y avoir un effet de bascule. D'où l'importance de pouvoir repérer les signaux d'alerte quand on est chef d'entreprise. Et je dirais que la conviction que nous avons acquise avec ces 3 années de recherche et de recherche-action, parce que Charlotte vous dira aussi qu'il y a eu des entretiens très directs qui ont été organisés, une centaine, eh bien, je dirais que pour nous, la grande question, c'est comment. Et la question de l'épuisement, c'est la question du burn-out. Et d'abord, hélas, je suis au regret de vous dire que ça existe chez les chefs d'entreprise. Il ne faut pas croire qu'un chef d'entreprise est prémuni de toutes ces difficultés. Et je dirais même que si entreprendre est bon pour la santé, il faut reconnaître aussi que c'est extrêmement épuisant et que parfois c'est même éreintant de diriger une PME. Qu'on ait 3 salariés ou qu'on en ait 20, on se rend compte que cet homme, cette femme qui est au centre de la création d'entreprise est un peu un chef d'orchestre. Et donc, il y a des moments où on se sent très fatigué et même épuisé. La question que j'aimerais aborder avec vous, c'est comment repérer ça? Parce qu'un chef d'entreprise qui est capable de repérer des sources, les déterminants de son épuisement, c'est certainement un chef d'entreprise plus éclairé qui pourra demain déjouer les risques auxquels il est confronté. Eh bien, je vous donne l'outil que nous avons utilisé. Et d'ailleurs, je vous invite à prendre une photo. Bien sûr, vous retrouverez ces résultats, mais là, si vous voulez conserver ça, prenez une photo avec vos smartphones et comme ça, vous aurez une trace de ce que nous disons. Ici, c'est l'échelle de mesure de l'épuisement qui a été conçue par Pines et que nous avons utilisé. Ça fait 10 ans que nous interrogeons des milliers de chefs d'entreprise pour essayer d'évaluer leur niveau d'épuisement professionnel. Et donc, vous avez 10 déterminants. Le fait d'être fatigué, d'être déçu par certaines personnes. Gérer une entreprise, ça génère de la déception par moment. Le fait d'être désespéré, coincé, impuissant, déprimé, vous voyez, physiquement faible, malade, sentiment d'être en échec et des difficultés à dormir. Et parfois le sentiment aussi de lassitude, le fait d'en avoir marre. Alors, avant de continuer, j'aimerais vous interroger et faire un petit sondage. Et là, je vais appeler à mon secours Chihiro et je vais vous poser une question, vous, auditeurs qui nous écoutez, là, à l'instant présent. Comment vous vous sentez? Comment vous vous sentez sur le plan de votre état de santé en général? Et là, je dirais, il y a plusieurs réponses possibles. Si vous ne vous sentez pas bien du tout, vous répondez 1, très mal. Mais, malgré le contexte, nous avons aussi le droit de nous sentir bien et de nous sentir très bien. Et donc, je vous invite tous à cocher les réponses. Et d'ailleurs, je me soumets moi aussi à cet exercice devant vous. C'est aussi une façon de pouvoir interagir avec vous. J'aime bien les conférences digitales lorsqu'elles sont interactives. Oui, voilà. Alors, Chihiro, Oui, nous y sommes presque. On attend juste 3 secondes. d'accord. OK, Et 3. on va voir apparaître le résultat. Nous allons fermer. Voici le résultat. Ah, C'est bon? alors, bon, c'est très intéressant parce que d'abord, on montre bien que nous sommes assez différents les uns les autres, mais quand même, le centre de gravité, vous le voyez, c'est plutôt autour de 7 et même 8, il y a même des 9, plusieurs personnes sont à 9, et puis ça descend jusqu'à 3 et 4. Quelques-uns parmi vous sont plutôt un peu en deçà de la moyenne. On voit bien que notre rapport à la santé est différent parce que notre environnement de travail est différent. Mais je dirais que le moral des troupes de la CPME est plutôt un bon moral. Je trouve que c'est plutôt gratifiant.
mais il y en a certains qui sont peut-être plus en difficulté. Et c'est peut-être plus à eux que je m'adresse, mais également à ceux qui sont en pleine forme, faisant en sorte que ça dure. Alors, voilà les résultats que nous avons eus. D'abord, eh bien, 23%. Et ça, c'est une moyenne. Là, je vous ai dit, pardon, c'est à la fois les questionnaires 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je considère que nos chiffres sont robustes. Vous savez, en science, on dit qu'un chiffre est robuste quand il a été mesuré plusieurs fois et que le résultat converge vers à peu près toujours la même moyenne avec le même écart-type. Et donc là, oui, je peux dire que environ un petit quart des dirigeants sont en risque d'épuisement professionnel. Je n'ai pas dit en burn-out, j'ai dit en risque. Et je dirais que quand il y a un burn-out, à la limite, moi qui suis professeur de management, je n'ai plus rien à dire. Là, c'est le corps médical, c'est la psychiatrie qui traite la question du burn-out, parce que c'est les psychiatres qui, pour la première fois, ont travaillé sur ces questions-là. Mais je dirais que ce qui m'intéresse, moi, et vous, c'est la prévention. C'est d'être le plus en amont possible et de ne pas attendre le dernier moment où là, la rupture, c'est un matin, vous êtes allongé, vous n'avez plus de force et votre cerveau continue à tourner, mais vous êtes sans jus, comme un ballon de baudruche auquel on aurait ôté tout l'air de l'intérieur, il serait complètement à plat. Et donc, il y a quand même 23% parmi vous qui sont en ce qu'on appelle en risque. Et votre attention sur un deuxième chiffre qui est 3,8, qui là atteignent une cote, je dirais, un peu d'alerte. C'est-à-dire où là, l'idéal serait qu'il y ait un professionnel de l'écoute, un psychologue, une main tendue, comme nous entendons avec l'Observatoire Maroc, pour pouvoir un peu rebooster la personne et éviter qu'elle ne tombe. Donc ça, c'est le premier résultat. Deuxième résultat, quels sont les déterminants parmi les 10 questions qu'on a posées pour déterminer son risque de burn-out? Quelles sont celles qui sont le plus, je dirais, plébiscitées par les réponses? Eh bien, regardez. Et alors là, on est sur des courbes qui sont d'une constante absolue. C'est pratiquement toujours le même palmarès. Les facteurs qui reviennent sans cesse sont ces 4 points pour lesquels j'appelle votre attention, le sentiment de déception. Ça veut dire quoi ça? Je l'évoquerai tout à l'heure. Diriger une PME, c'est s'exposer par moment, bien sûr à beaucoup de joie et d'enthousiasme, mais aussi à de la déception. Deuxièmement, la fatigue récurrente. Et puis la difficulté à dormir. C'est d'ailleurs un couple qui fonctionne un peu ensemble. Si je ne dors pas bien, je suis fatigué. Et parfois, le fait d'être trop fatigué m'empêche de bien dormir. On l'évoquera ensuite. Mais vous avez tendance, vous les dirigeants de PME, TPE, à rogner votre temps de sommeil. Vous ne dormez pas assez. Alors que le sommeil, il faut le considérer comme un capital précieux pour sa santé, mais c'est aussi un capital précieux pour être un bon entrepreneur. Et là, je fais allusion à Florence Guiliani, qui est une ancienne doctorante de l'Observatoire Maroc, qui est maintenant professeure à l'université de Sherbrooke, qui a montré dans ses travaux que plus vous atrophiez votre temps de sommeil, moins vous étiez apte à être créatif et à saisir des opportunités. Ce qui veut dire que dormir plus permet d'entreprendre mieux. Ça, c'est un grand résultat aussi de l'étude que je voulais vous dire. Alors, voilà la grande constante. Je vais m'appesantir sur ces éléments-là, mais j'imagine que vous me posez une question. J'imagine que là, vous qui m'écoutez, vous dites, oui, mais ça, c'est un programme qu'on a mené depuis 3 ans. Mais là, on est en plein Covid. On n'avait pas intégré ça. Qu'est-ce qui s'est passé pendant le Covid? Eh bien, je vous réponds immédiatement. Vous imaginez bien que l'Observatoire Maroc n'allait pas rester les bras croisés pendant cette crise. Et, eh bien, il s'est passé quelque chose, je dirais, d'un peu surnaturel. Regardez la courbe. C'est celle qui est rouge, celle du Covid. Il y a eu une excroissance de deux déterminants qui, en général, arrivent à la 5e, 6e, 7e position. C'est, et ça ne vous surprendra pas, le sentiment d'être coincé et le sentiment d'être impuissant. Et je dirais que ce qui a perturbé le plus les chefs d'entreprise que vous êtes, je vous le dis, preuve à l'appui, nous l'avons mesuré,
Ce n'est pas le fait d'attraper gravement la maladie, c'est la perspective pour certains d'entre vous, la crainte de déposer le bilan. Nous avons interrogé 1925 chefs d'entreprise pendant la crise. Et nous leur avons posé la question, quelle est votre probabilité d'attraper gravement la maladie? Ça s'appelle une croyance de survie. Et on leur a posé la même question, de 0 à 100%, quelle est votre probabilité de déposer le bilan, qui est une croyance de survie économique? Eh bien, vous me croirez ou pas, c'est bien la perspective de déposer le bilan qui avait plus d'impact sur le risque de burn-out que la perspective d'attraper gravement la maladie. Ce qui atteste bien ce que je vous dis tout à l'heure, le chef d'entreprise, homme comme femme, j'insiste, eh bien, il a un rapport existentiel à son entreprise. Alors, je termine mon propos, parce que là, vous avez vu que le risque est transformé dans ce qu'on appelle, ce que nous avons appelé un risque d'épuisement, d'empêchement, et comptez sur moi pour avoir fait remonter ça au plus haut niveau. Hein. Je suis souvent en contact avec la DGE, compte tenu de nos travaux, et également avec BPI France, et je les ai alertés sur ça, parce qu'on voit bien qu'à un moment donné, la crise sanitaire entraîne une crise économique, et que c'est bien cet arbitrage, cette ligne de crête qui est l'élément fondamental. Alors, 3 éléments. Je reviens, si vous voulez, un peu en arrière, sur le schéma classique, parce que c'est ça qui nous intéresse, c'est le long cours. Bien, je dirais 3 points, et je terminerai là-dessus. Le sentiment de déception. Eh bien, je crois que ce sentiment de déception, il se nourrit, et ça, on l'a clairement vu avec vous, les adhérents de la CPME, par le surengagement dans lequel vous êtes. Vous êtes surengagé patrimonialement. J'aime bien rappeler la parole de Léon Gingembre, le fondateur de la CGPME à l'époque, qui disait il y a le patronat de management, il y a le patronat réel. Et le patronat réel, c'est vous. C'est ceux qui engagent leur patrimoine dans leur propre entreprise. Et ça, c'est un élément important, que d'ailleurs trop souvent les économistes oublient. Et puis, je dirais qu'il y a un surengagement en termes de temps de travail. Vous êtes, je vous le dis, de très très loin, les plus gros travailleurs de France. En moyenne, 55 heures par semaine, alors que le Français moyen travaille 39 heures. Vous voyez l'écart? Vous êtes surengagé. Et donc, très souvent, ce surengagement fait que vous attendez de vos parties prenantes parfois une implication un peu similaire. Et bien ça génère de la déception. Et donc, ça, c'est un premier conseil, c'est que bien sûr, c'est très important, le climat social est un des satisfacteurs qui vous rend le plus heureux, vous les chefs d'entreprise. Mais attention de ne pas transposer votre propre comportement sur celui de vos collaborateurs. Même si vos collaborateurs sont motivés et impliqués, ils ne peuvent pas l'être autant que vous. Moi, j'ai des entreprises, même malades, ils vont bosser. Alors que le lundi, vous avez peut-être quelques salariés qui vous en plaignent en disant « je ne peux pas venir, j'ai un arrêt de travail ». Et ça peut générer de la déception. Faites attention, prenez du recul par rapport aux choses. Deuxième élément, le j'en ai marre, la lassitude. C'est passionnant de créer une entreprise, mais quoi qu'on en dise, avec le temps, au bout de 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, on finit par avoir des phénomènes de lassitude. Alors, quels sont les antidotes? Eh bien, 2 antidotes, 2 conseils. N'hésitez pas à diversifier vos activités. Et je pense que le contexte dans lequel nous sommes nous a tous, moi le premier, amenés à diversifier nos activités. Nous avons, par exemple, là, nous faisons une conférence avec Zoom. Songez que, moi comme d'autres, je ne savais même pas ce qu'était Zoom il y a 6 mois. Nous sommes aujourd'hui quasiment à la 30e conférence digitale réalisée par l'équipe de l'Observatoire Maroc. C'est pour vous dire à quel point on s'est très, très vite réadapté. Et ça, capitalisons-le comme une bonne nouvelle et qui nous permettra demain de nous dire que ce que nous vivons aura été peut-être, si on arrive à trouver de nouvelles opportunités, à mieux tenir compte de l'environnement, de l'écologie, peut-être une bénédiction. Hein. Donc, diversifiez vos activités. Et puis, vous, les chefs d'entreprise, n'hésitez pas à déléguer ce qui vous lasse le plus. Et dites-vous bien que ce que vous n'aimez pas faire, ce n'est pas forcément universel. Moi, j'ai dans mon entourage des collaborateurs, des collaboratrices qui j'arrive pas à faire parce que j'en peux plus. Je suis parfois un peu rétif à la bureaucratie, là où d'autres voient ça comme quelque chose de purement procédural, mais tout à fait normal. Bon, alors j'essaie de ne pas polluer de mon anti-bureaucratisme mes collaborateurs. Parfois, c'est un peu dur, mais c'est un peu comme ça. Et donc,
déléguer, j'appelle ça la chaîne de l'ennui. Voilà. Ce qui nous lasse à nous ne lasse peut-être pas les autres. Et ça, c'est une façon de réduire le j'en ai marre. Et enfin, troisième et dernier point, eh bien, je l'ai dit, je me sens fatigué, je dors mal. De manière générale, j'aurais tendance à vous dire, redonnez-vous un peu plus de temps de sommeil. Parce que vous allez voir à quel point cette qualité du sommeil va engendrer même une meilleure façon d'entreprendre. Et puis, je le dis, certains ne m'ont peut-être pas attendu pour le faire, mais une sieste. Ne jamais dépasser 20 minutes, 30 minutes grand maximum, parce qu'après on rentre dans un cycle. Mais une petite sieste après, je dirais, entre 13h30 et 15h, 15h30, d'un quart d'heure, 20 minutes, vous ne pouvez pas savoir à quel point ça fait du bien et à quel point Florence Guiliani a montré que c'était un aspect extrêmement important pour votre bien-être et pour vos affaires. Voilà, voilà ce que je voulais vous dire. Voilà ce que nous tirons des résultats de l'étude que nous avons faite. N'hésitez pas à me poser des questions dans le chat. Moi, je vais me mettre maintenant en mode de non-caméra et non-micro pour pouvoir me concentrer sur les questions éventuellement que vous pourriez me poser. Je vous remercie et je rends la parole à Charlotte qui va vous donner d'autres conseils pour gérer le stress. Alors, je récupère. Il faut que vous quittiez le mode. J'arrête le partage. Parfait. Voilà. Alors, à mon tour de reprendre le partage. Et moi, je vais me mettre en mode chat pour pouvoir répondre. Alors, je reprends. Donc, nous venons de voir là, donc, avec le professeur Torres, comment comprendre un petit peu mieux le risque de burn-out, le risque d'épuisement professionnel. Et donc, moi, pour ma part, je vais vous montrer un peu des résultats de comment prévenir aussi ce risque et comment y faire face surtout. Donc, tout d'abord, je voulais vous dire qu'au sein, au sein des questionnaires, nous avons pu identifier au sein de la CPME certaines caractéristiques à la fois individuelles, mais aussi entrepreneuriales, de personnes qui sont peut-être plus susceptibles d'être en risque d'épuisement professionnel. Par exemple, en termes d'âge, nous avons trouvé au sein des questionnaires que les moins de 45 ans ont un risque de burn-out au sein de la CPME, ont un risque de burn-out significativement supérieur à ceux de leurs homologues plus âgés. Par contre, nous l'avions vu tout au début avec le professeur Torres qui disait que l'entrepreneuriat avait écrasé le genre. Effectivement, nous n'avons pas de différence significative entre les hommes et les femmes adhérents de la CPME concernant également cette question d'épuisement professionnel. En revanche, en termes de caractéristiques entrepreneuriales, on a bien les employeurs qui font face à un risque plus élevé d'épuisement professionnel que ceux qui n'ont pas de salariés. Et pour finir, l'entrepreneuriat de nécessité, c'est-à-dire que ceux qui ont décidé, se sont créés en tant qu'entrepreneurs plus par nécessité que par choix réel, eh bien, finalement, on retrouve que ça devient un facteur de risque plus important et donc ils sont plus sujets au risque d'épuisement professionnel. On retrouve en effet dans cette population 30,5% d'entre eux ont présenté un risque d'épuisement contre 17% chez ceux qui avaient déclaré que l'entrepreneuriat était plutôt choisi et plutôt d'opportunité. Alors déjà, un premier conseil, aussi bien pour vous, pour votre entourage, pour les personnes de la CPME, et que toutes les personnes qui peuvent aussi être en relation avec vous, c'est d'essayer d'avoir cette attention peut-être un peu particulière auprès des dirigeants qui déclarent avoir un peu entrepris par nécessité, mais aussi par rapport aux jeunes, plus jeunes générations, et puis aux dirigeants qui ont des employés, des salariés. Voilà, donc peut-être avoir un petit angle de prévention un petit peu plus spécifique. Alors maintenant, nous allons parler de ce qu'on appelle des stratégies de coping. Ce sont des stratégies qu'on utilise pour faire face, qui viennent du verbe to cope, faire face. Donc ce sont Lazarus et Folkman qui en ont parlé et qui ont déterminé deux fonctions principales à ces stratégies. Donc les stratégies, en fait, l'idée de ça, c'est d'essayer de rétablir une situation, le contrôle en fait dans une situation qui est considérée comme stressante, de ce qu'on peut vivre comme aujourd'hui, la situation, la crise sanitaire, mais tout au quotidien aussi d'autres situations. Quand on pense pouvoir changer la situation, eh bien, finalement, la fonction de stratégie de coping, donc les stratégies qu'on va utiliser, vont servir à modifier le problème qui génère le stress. Et puis, quand on pense qu'on ne peut pas faire grand-chose face à la situation, par exemple face à la crise
sanitaire ou quand on a été mis en confinement, et ben à ce moment-là, les stratégies de coping qu'on utilise vont permettre de réguler les réponses émotionnelles associées au problème. C'est-à-dire qu'en fait, on va se modifier soi-même pour mieux supporter la situation. Et donc là, nous avons, au cours de nos questionnaires, proposé 14 stratégies de coping qui ont été proposées par Carver pour faire face au stress. Tout d'abord, il y a ce qu'on appelle le coping actif. Le coping actif, c'est déterminer une ligne d'action et puis c'est de la suivre. Hein. C'est d'être dans l'action, d'essayer de minimiser ou de supprimer en fait le stresseur. On va aussi certains vont plutôt aussi utiliser la planification, c'est-à-dire organiser un événement qui peut être stressant pour justement pouvoir réguler ce stress. D'autres personnes vont réinterpréter la situation se distraire quand il y a une situation stressante, vont utiliser la distraction. Ça peut, alors aujourd'hui, on ne peut pas forcément aller au cinéma, mais ça peut être se poser, lire un livre, changer, en fait, essayer d'oublier par la distraction la situation qui nous stresse. On peut aussi rechercher un soutien social instrumental. Alors, quand on parle de soutien social instrumental, c'est un soutien auprès d'experts. Par exemple, on a un problème stressant au niveau de la comptabilité, on peut aller se rapprocher de son expert comptable, etc., ou bien juridique, etc., en fonction de la problématique. Aussi, certains vont exprimer leurs sentiments, vont avoir besoin d'exprimer leurs sentiments pour pouvoir faire face à cette situation. D'autres vont s'autocritiquer, hein, l'autoblâme, vont estimer que s'ils sont dans cette situation, c'est de leur faute et donc ils vont essayer de calmer cette situation en réalisant cet autoblâme. D'autres vont simplement accepter la situation. C'est comme ça, donc je vais accepter ma nouvelle situation. On accepte par exemple le confinement, on n'a pas le choix, on l'accepte. La recherche de soutien social émotionnel. Donc là, on se distingue de l'instrumental. Le soutien émotionnel, ça va être beaucoup plus un soutien auprès de ses amis, auprès de ses proches, voilà, pour pouvoir exprimer cette situation. Certains vont utiliser plus l'humour pour essayer de gérer cette situation-là. D'autres vont totalement être dans le déni, c'est-à-dire vont préférer éviter, vont faire comme si la situation de stress qu'ils sont en train de vivre n'existait pas. Certains vont aussi utiliser la religion. On peut utiliser la religion quand effectivement on peut prier, on peut espérer que la situation va changer, voilà, ou bien d'accepter la situation. Le désengagement comportemental, c'est un évitement, hein, éviter tout à fait, ne pas aller dans cette situation, essayer d'éviter d'être confronté à ces situations stressantes, ou bien d'autres encore vont utiliser des substances, donc ça peut être boire un peu plus d'alcool ou boire un verre quand on rentre, ou bien fumer plus, certains fument et donc vont consommer plus de tabac à ce moment-là. Voilà, ce sont des stratégies qu'on utilise, alors on en a conscience sans savoir forcément que ce sont des stratégies de coping, mais qu'on utilise au quotidien, certaines bien évidemment plus souvent que d'autres. Alors justement, je vais demander à Shiro. Shiro, si tu as un petit sondage à proposer, donc j'aimerais vous proposer, on va vous en proposer 10 stratégies parmi les 14 que je vous ai expliquées, et puis je vais vous demander si, quelle stratégie vous utilisez dans une situation de stress courante. Laquelle stratégie? Alors, je vous autorise à en répondre une ou deux si vous ne savez pas laquelle, mais voilà. Donc, n'hésitez pas. On vous laisse quelques temps pour essayer de noter la stratégie ou les stratégies que vous utilisez le plus fréquemment face à une situation stressante. Alors. Oui, plusieurs réponses sont possibles. Hein. Et même nous, les conférenciers, nous pouvons participer. C'est bien. Oui, c'est ça. Alors, Shiro, peut-être que... Allez, on va attendre 2-3 secondes en plus. C'est bon pour tout le monde. Nous allons fermer le vote. Allez, merci beaucoup. Voilà. Alors, donc on voit que on a un peu toutes les stratégies, mais quand même, les stratégies qui sont le plus utilisées, donc on retrouve la réinterprétation positive, l'acceptation, on retrouve la planification, alors certains utilisent quand même le déni des substances et l'autoblâme et l'humour aussi.
Donc, Alors, effectivement, oui, vous on me dit qu'il n'y a pas la religion oui, dans alors le vote. effectivement, puisqu'en fait, On l'a oublié? nous en avons mis que 10 stratégies dans le sondage parmi les 14 que je vous ai présentées. Ah, d'accord, ok. Il y avait Mais la pa oui, on est limité par l'outil, alors d'accord. Voilà, on était limité par l'outil, donc il n'y en a que 10. Donc, mais on remarque effectivement que ça se concentre autour de la réinterprétation positive, beaucoup, la planification, l'acceptation. Alors, c'est très intéressant parce que effectivement, Carver, en présentant ses de coping, a présenté ces stratégies en précisant qu'il y avait des stratégies dites fonctionnelles qui vont permettre effectivement de gérer la situation de stress, des stratégies dites dysfonctionnelles qui, bah, certes, on va les utiliser, mais finalement ne vont pas gérer vraiment la situation, et puis des stratégies à variabilité fonctionnelle, c'est-à-dire des stratégies qui vont, selon le moment d'utilisation ou enfin, l'utilisation qu'on en fait, vont pouvoir effectivement bien permettre de gérer la situation de stress ou pas. Alors, je vais vous présenter déjà les stratégies fonctionnelles. Donc, c'est ce qu'on a retrouvé au sein du sondage. On a bien retrouvé la réinterprétation positive, l'acceptation, la planification et le coping actif. Donc, je rappelle juste effectivement qu'on va utiliser la réinterprétation positive et l'acceptation quand finalement on n'a pas réellement la main mise sur la situation, alors que quand on peut agir sur le problème, on va utiliser, et je vous invite un maximum à utiliser effectivement la planification et le coping actif, c'est-à-dire agir sur la situation qui stresse. À l'inverse, les 4 stratégies dysfonctionnelles sont l'autoblâme, le déni, effectivement, on se retrouve dans le déni, le désengagement comportemental, mais aussi l'utilisation des substances. On se retrouve plutôt à utiliser des stratégies qu'on va dire d'évitement. Donc, on va éviter la situation, ce qui ne va pas forcément permettre de la résoudre et de gérer cette situation-là. Et puis, les 6 dernières, donc on retrouve effectivement la religion, on retrouve l'humour qui avait été beaucoup dans le sondage, assez présente dans le sondage, l'expression des sentiments, le soutien social qui reste une stratégie utile, mais dans le même sens, elle va être à variabilité fonctionnelle, parce que si par exemple vous allez parler à votre expert comptable de vos problèmes plutôt des problèmes, on va dire, plutôt d'épuisement, etc., bah, peut-être que vous pourriez peut-être plus parler à votre médecin, ou à l'inversement, vous allez voir votre psychologue et puis vous allez parler de vos problèmes plutôt financiers. Voilà. Le soutien social instrumental, par exemple, ça va être selon si vous posez la question à la bonne personne. Au même titre que si vous exprimez des sentiments à quelqu'un qui ne sait pas les accueillir, ça ne va pas forcément vous permettre de résoudre cette situation. Voilà. Donc, je voulais vous présenter les résultats de la CPME, donc, que nous avons pu récupérer lors de nos questionnaires. Et donc là, sur ce schéma-là, vous avez donc 2 axes. Le premier axe, donc l'axe des abscisses, on va montrer plutôt la fréquence d'utilisation que les dirigeants de la CPME ont utilisée. Donc, ce qui est intéressant, c'est que tout ce qui est plus à droite va être plus fréquent et ce qui est à gauche, moins fréquent. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve finalement au sein des dirigeants adhérents de la CPME, et bien finalement, ce sont effectivement les 4 stratégies efficaces, fonctionnelles, qui sont le plus souvent utilisées. Donc, on retrouve la planification, le coping actif, la réinterprétation positive et l'acceptation. À l'inverse, on va retrouver celles que vous utilisez le moins, qui vont être justement également les stratégies dysfonctionnelles, à savoir l'utilisation de substances, le déni et le désengagement comportemental. Par contre, vous voyez donc 2 couleurs, et donc là, on va regarder au niveau de l'axe des ordonnées, c'est-à-dire que nous avons comparé les stratégies utilisées en fonction aussi de l'état de santé perçu. Et on se rend compte, donc en vert, nous pouvons constater que, que finalement, les dirigeants ont utilisé que les stratégies fonctionnelles sont également des stratégies qui sont corrélées positivement avec une bonne santé, mais on rajoute également l'humour et le soutien social, qui sont elles aussi, soutien social instrumental, qui sont également corrélés avec une bonne santé. Et à l'inverse, Charlotte, vous me permettez de dire un oui, mot? allez-y. Ce résultat est pour nous, alors c'était la première fois qu'on mesurait
les stratégies de coping avec à la fois la santé et la fréquence. Et vous voyez, ce résultat, pour nous, il est fondamental parce qu'il explique ce que j'ai montré tout à l'heure avec la salutogénèse entrepreneuriale. C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte que les dirigeants de PME ont plutôt tendance à adopter de manière fréquente les stratégies fonctionnelles et ils ont plutôt tendance à éviter les stratégies qui sont dysfonctionnelles. Et donc, c'est ce qui explique aussi pourquoi entreprendre est bon pour la santé. C'est parce que vous avez des stratégies de coping qui sont globalement très adaptées. Merci pour cette précision. Voilà. Effectivement, et donc les différentes stratégies qui ont été plutôt corrélées avec une santé perçue moins bonne, ont retrouvé également l'autoblâme, donc qui fait partie, donc on retrouve bien les 4 stratégies dites dysfonctionnelles. Et donc, nous avons voulu voir un peu plus en profondeur par rapport à notre risque d'épuisement, au risque de burn-out. Et donc, vous voyez que nous avons mis en vert les dirigeants qui n'étaient pas en risque d'épuisement et en rouge ceux qui étaient en risque d'épuisement. Et puis, nous avons voulu comparer leur utilisation face à ces stratégies. Et on se rend compte tout d'abord que les 4 stratégies fonctionnelles sont les plus utilisées, qu'on soit en risque de burn-out ou pas en risque de burn-out. Par contre, il y a bien une différence significative entre ceux qui sont en risque et ceux qui ne le sont pas. C'est-à-dire que ceux qui sont en risque de burn-out utilisent bien moins fréquemment les stratégies fonctionnelles que les autres. Et à contrario, on retrouve par contre que ceux qui sont en risque de burn-out utilisent plus fréquemment les stratégies dysfonctionnelles comme l'autoblâme, l'utilisation de substances ou le désengagement comportemental que ceux qui ne le sont pas. Donc, s'il y a bien un conseil à vous donner par rapport à ces stratégies-là, c'est effectivement de, quoi qu'il en soit, essayer de vous focaliser sur les stratégies fonctionnelles, à savoir l'acceptation ou la réinterprétation positive quand vous avez le sentiment de ne pas réussir de ne pas pouvoir agir sur la situation, donc accepter et essayer de trouver quelque chose de positif dans la situation, puis vous pouvez ensuite planifier quelque chose sur là où vous pouvez agir et puis agir effectivement pour réduire ce stress. Se concentrer sur ça, surtout lorsqu'on est en période peut-être un peu d'épuisement. Alors, pour terminer, au niveau de l'étude, nous ne nous sommes pas arrêtés effectivement à des questionnaires et à des questionnaires donc qualitatifs, mais nous avions proposé, et en partenariat donc avec la CPME et Harmonie Mutuelle Groupe Vive, de proposer des entretiens par Skype, en visio, donc qu'on appelait des rendez-vous santé, que nous avions proposés aux dirigeants qui avaient répondu aux 3 derniers questionnaires. Et donc, sur la base du volontariat, que les dirigeants aillent bien ou qu'ils aillent moins bien, nous avions proposé un entretien donc avec moi en tant que psychologue clinicienne pour parler de l'état général, pour parler leur donner un temps avec eux. Et nous avons donc envoyé un questionnaire de satisfaction et je voulais juste partager avec vous les résultats qui me semblent assez intéressants, à savoir que nous leur avons posé la question, est-ce que c'était pour vous intéressant d'être en visio plutôt qu'au téléphone, par exemple? Et donc, ils ont trouvé ça pratique, plutôt convivial et plus personnel qu'un appel téléphonique. Qu'est-ce que leur a apporté cet entretien en visio? Finalement, un temps privilégié, des conseils sur les bonnes pratiques du quotidien, la promotion de la bonne santé. Il y a eu des échanges effectivement pour promouvoir, puisque certains allaient très bien, et donc les encourager dans ce sens-là. Et d'autres, de la prévention un peu sur les risques, quand certains s'inquiétaient sur certaines choses qu'ils n'arrivaient pas à mettre en place, les prévenir un peu et leur donner des outils. On leur a demandé aussi comment ils se sont sentis à la fin de cet entretien. Et donc, ça a été plutôt un bien-être général qui a été décrit, voire un sentiment d'avoir été écouté, entendu. Certains étaient très heureux qu'on fasse enfin attention à eux et qu'on les écoute. Et puis, une écoute bienveillante. Et puis, on leur a demandé si, suite à ces entretiens-là, comment on aurait pu améliorer en fait cette proposition. Et donc, certains ont demandé de le généraliser, que ce soit quelque chose de plus général, qu'ils puissent bénéficier effectivement d'entretiens. Certains ont proposé une suite, ça aurait été bien qu'il puisse y avoir une suite à ces entretiens, une certaine régularité, et puis encore d'ouvrir à des groupes de parole entre dirigeants aussi, ça a été une suggestion.
tiens juste à préciser que j'ai eu 67 dirigeants différents qui ont sollicité ces entretiens. 13 ont bénéficié de 2 voire 3 entretiens, puisqu'à chaque fin de questionnaire, ils ont pu ressolliciter cet entretien-là. Et puis, nous avions également, en accord avec le Harmonie Mutuelle Groupe Vive, proposé pendant la période du confinement aux 67 personnes qui avaient bénéficié de cet entretien, proposer un nouvel entretien durant la période du confinement en avril-mai. Et là, j'ai eu 16 personnes qui ont accueilli cette demande et puis ont accepté cette main tendue, et nous avons pu échanger également sur ça. Voilà, donc moi je tenais à vous remercier tous pour votre participation, puis je vais redonner la parole éventuellement à Olivier si vous vouliez rajouter quelque chose. Et puis, écoutez, d'abord, vous remercier, Charlotte, pour avoir présenté ça. Je vous ai dit, je suis très attaché au respect de l'horaire. Donc, regardez, il est 12h22, 12h23. Moi, je vais d'abord terminer mon propos en disant que je remerciais tout particulièrement, parce que je ne l'ai pas fait au début, Bruno Billot de la CPME, pas de la CPME du groupe. Vous voyez, mon lapsus est révélateur, parce que Bruno a tellement travaillé avec nous que je l'ai enrôlé au sein de la CPME. Je n'oublie pas Didier Pincréache également, qui est maintenant, je dirais, en retraite, mais qui a été l'élément initial de ce partenariat. Et puis vous, Stéphanie, j'associe également Johan Merville, qui est à nos côtés et qui a beaucoup œuvré. Je rajouterai bien sûr François Asselin et Jean Duménil, qui ont été les tout premiers à accueillir les propos. Ils me connaissent depuis longtemps. Et puis, je voulais aussi citer Anne-Victoire Chaumet, et puis Sylvie Pelaffiné, entre autres, parce que je sais qu'elle est là et que la délégation de Grenoble a été une délégation extrêmement importante pour répondre à tout ça. Voilà. Donc, Stéphanie, le mot de fin vous revient au titre de la CPME. Merci. Alors, moi, je dirais, comme le dit souvent François Asselin, notre président, en fait, nous, chefs d'entreprise, on est souvent des risques tout, très embêtés par des risques rien. Et ça fait le lien avec, Olivier, ce que vous disiez tout à l'heure, à savoir, on se sent souvent coincé, on se sent impuissant, et c'est ce qui génère beaucoup de stress. Je crois que ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'effectivement, et pour être passé par là, je trouve que c'est très important, il faut que chaque dirigeant puisse repérer les signaux d'alerte, en fait. Et ça, c'est vraiment le message fort des résultats de cette enquête. Alors, ça passe par différentes choses. En fait, ces signaux d'alerte, c'est effectivement ce que vous avez évoqué, mais c'est aussi des signaux des fois physiques. On a mal au dos, on est tendu de la nuque, etc. Et tout ça, il faut savoir les écouter pour lever le pied, des fois un peu temporairement, ou travailler moins tard, pendant quelques semaines, plutôt que de se retrouver, d'attendre et de se retrouver avec une vraie situation de rupture. Ne pas rester seul, ça c'est vraiment, et on l'a vu dans les résultats de l'enquête, beaucoup se sentent isolés, beaucoup n'osent pas parler, que ce soit de sa santé ou de ses problèmes d'entreprise. Pourquoi ? Parce qu'on a peur que les concurrents en profitent. Ne restez pas seul. Et puis, savoir identifier en fait ce qui nous fait du bien. Pourquoi ? Parce qu'on a tous des choses, voilà, on a tous des choses différentes qui nous font du bien. Certains, ça va être de lire, d'autres, ça va être de passer des soirées sympas avec des amis, d'autres, ça va être de s'investir dans des associations, de faire du bien autour de soi. Donc ça c'est des choses qu'il faut identifier. Et le message aussi, c'est le sommeil. Pourquoi ? Parce qu'on le disait, dormir, récupérer, prendre du temps pour soi, c'est ce qui nous permet d'être plus créatifs, plus résilients et d'être aussi plus efficaces dans notre quotidien, de motiver davantage nos équipes parce qu'on va arriver, passez mon expression, avec la banane, avec le sourire, avec l'envie d'y aller, et on va emmener tout le monde. Alors maintenant, pour ceux qui sont actuellement en situation un peu plus de détresse, à la fois sur le plan psychologique, mais aussi sur le plan économique, je vous invite à faire plusieurs choses. D'une part, n'hésitez pas à contacter vos CPME territoriales pour leur faire part de vos difficultés, parce qu'elles pourront vous orienter vers des experts en fonction de vos problématiques. Il existe des dispositifs dans certaines régions
qui sont les GPA, des groupements de prévention agréés. Donc, n'hésitez pas aussi à prendre contact avec ces GPA qui peuvent vous aider à désamorcer en fait des difficultés rencontrées. Et puis, sur le plan psychologique, certains territoires, en partenariat avec les tribunaux de commerce, ont mis en place des dispositifs APESA, aide psychologique aux entrepreneurs en situation aiguë de crise. N'hésitez pas non plus à faire appel à eux. Vous avez droit à quelques séances de soutien. En tout cas, le résumé, c'est ne restez pas seul. Merci encore à tous de votre participation. Merci à Olivier, à Charlotte, parce que vous remerciez tout le monde, mais on a le droit aussi de vous remercier pour le travail et le punch que vous avez mis dans cette étude. Et puis, bonne journée à tous et au plaisir de vous revoir. Eh bien, très bien, merci. Et puis, je suis vraiment très satisfait que nous respections, je suis très attaché à ça, mon équipe le sait, le respect des horaires. Voilà. Donc, si certains avaient pris des rendez-vous à 12h35, 12h40, vous pouvez vaquer à vos occupations. Et puis, si certains sont intéressés, samedi matin, nous expérimentons une conférence du samedi matin. On a déjà plusieurs dizaines d'inscrits. Donc, si certains veulent revenir, n'hésitez pas. Et puis, on a une troisième et dernière conférence restitution la semaine prochaine. Donc, pour tous les gens du réseau CPME qui nous écoutent, s'il vous plaît, continuez à relayer les liens pour que les gens puissent s'inscrire. Voilà. Bonne journée à tous. Merci pour vos remerciements. Merci à Harmonie Mutuelle et à la CPME. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci Stéphanie. Merci beaucoup. Au revoir. À samedi.